Alors, dis-moi, Fima, au sortir de tous ces événements, on est parti de Pointe-Noire vers Brazzaville, du 17 jusqu'au 20 octobre, voire le 21, on va plus revenir sur toutes ces atrocités pour ces jours-là. Est-ce que l'opposition, on se rend bien compte qu'en analysant tout, elle a échoué? Dans ce sens où le référendum a bien eu lieu, la Constitution a été adoptée, promulguée, les gens qui sont partis, notamment qui ont été devant les barricades afin de compter ces journées mortes, finalement sont morts. Des hommes et des femmes ont péri de leur vie. L'opposition continue. Y a-t-il encore une certaine crédibilité à accorder à l'opposition congolaise quand on voit que toute sa démarche pré-référendaire et post-référendaire aujourd'hui, ben, ça donne quasiment pas de résultat? Non, l'évaluation déjà, je m'inscris en faux. C'est la perception que je constate ici à Paris. Mais croyez-moi, ceux qui sont en face ne dorment pas. C'est le pouvoir qui ne dort pas. Pourquoi ils multiplient d'initiative en initiative? Pourquoi ils sont nerveux? Pourquoi ils arrêtent? Pourquoi ils intimident? Pourquoi ils répriment? Parce qu'ils savent qu'ils sont finissants, messieurs. Première chose, le pouvoir a perdu sa légitimité. En voulant faire un passage en force, en allant promulguer une constitution suite à un référendum que j'ai toujours qualifié de babouin, parce que c'est un référendum de nègre, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve avec deux constitutions, il ne sait pas quoi faire avec. Deuxième chose, le pouvoir a perdu sa légitimité populaire. Le pouvoir, le PCT, le président sait aujourd'hui qui a voté. C'est 5% de la population qui s'est déplacée. Et si même les 5%, dit-on qu'il y a même 4% qui ont voté non. Le président le sait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste au pouvoir? Un seul levier. Le levier de la répression et de l'intimidation. Ça veut dire qu'on est en train de burundiser le Congo. C'est une démarche à la Kurunziza. Mais on connaît le résultat. Mais pour finir, pour montrer à quel point ce pouvoir est finissant, est-ce que vous imaginez le nombre de conflits sociaux qui se multiplient au Congo? Est-ce que vous imaginez aujourd'hui la crise financière au Congo? Non seulement ils ont échoué sur le plan de la gouvernance politique, mais ils ont échoué sur la gouvernance socio-économique. Ce pouvoir est finissant. Ce pouvoir ne fait que retarder l'échéance. Notre devoir aujourd'hui en tant qu'opposition, c'est de limiter les dégâts. Mais croyez-moi, nous sommes en train de nous organiser pour limiter les dégâts et ramener ce pouvoir à une sortie qui soit une sortie avec moins de dégâts possibles. Pour répondre à votre question, que fait l'opposition? Nous sommes structurés aujourd'hui. On nous a à un moment dit où il n'y a pas... Non. Il y a un président au niveau de FOCAD, un président au niveau de l'IDC, nous avons structuré au niveau de Brazzaville, tout structuré, arrondissement par arrondissement. Nous avons trois endroits, des sièges où nous pouvons nous retrouver, parce qu'on ne veut pas qu'on nous donne des salles. Donc nous avons énormément avancé, mais ce qui aujourd'hui nous préoccupe, c'est la brutalité avec laquelle le pouvoir est en train de s'acheminer. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te réveiller le matin et tu te retrouves avec des hommes armés qui viennent te prendre. Moi, ma fille, aujourd'hui, je peux rentrer, j'arrive à l'aéroport, on m'a pris. Pourquoi? Parce que j'ai dit ce que je pense. Mais quand je dis, mais si vous avez autre chose à dire, venez me le dire, débattons, venons à Jana TV. C'est ce que je demande à ceux du pouvoir qui sont de passage à Paris, à partir du mois de janvier, qui viennent à Jana TV quand on débatte. Ben, c'est aussi un appel que nous lançons. Pour la majorité, nous savons qu'aujourd'hui, le PCT est bien organisé ici, la majorité présidentielle bien organisée ici à Paris. Donc c'est aussi un appel qui est lancé à M. Dion ou encore à M. Oko, qui sont aujourd'hui les figures de proue de cette majorité présidentielle, notamment pour le PCT, de pouvoir venir ici sur notre... Donc pour me résumer, une fois structurée, notre plateforme, elle est en train, pratiquement en phase de finalisation là. Nous avons déjà adopté des orientations stratégiques, mais il faut tirer les enseignements d'hier. Nous ne dirons plus ce que nous ferons. Voilà. Vous ne dites pas ce que vous faites, mais au moins, vous allez nous dire une chose, c'est déjà que cette opposition, on a vu un départ quasiment qui a surpris certains, mais pas d'autres. C'est celui de M. Paul-Marie Pouellet, coordonnateur du FOCAD, qui est accusé d'avoir reçu de l'argent du pouvoir de Brazzaville, qui finalement, suite à ces fausses accusations, dit-il, jette l'éponge et s'en va. Est-ce que cela n'a pas porté un coup à l'opposition ou pour vous ce serait un bon débarras? Bon, écoutez, une chose est sûre, j'ai dit dans un poste,
Pour moi, c'est une tempête dans un verre d'eau. Pourquoi? Vous savez, Paul-Marie Paulet, c'est un jeune frère que j'ai connu en France. J'étais dans les années 2008. Nous avons longtemps travaillé ensemble. Et je peux vous dire aujourd'hui que je lui ai dit, inbox, que j'ai été plus ou moins déçu de ses réactions, de son comportement. Il s'avère que dans le fonctionnement même du FORCAD, parce que moi je suis à l'IDC, on a constaté des manquements, des dysfonctionnements, notamment dans la fameuse période cruciale où nos leaders étaient embastillés. Il y a eu des prises de position qui étaient des prises de position solitaires. Lorsqu'on coordonne une plateforme comme le FORCAD, on ne peut pas prendre des initiatives solitaires, des communiqués à l'emporte-pièce qui ont cassé des dynamiques. Et en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait comme une espèce de passerelle avec un certain nombre de leaders, sinon des autorités policières. Lorsque c'est ainsi, on tire les conséquences. Attention, ce sont les hommes qui sont en train de tomber dans cette affaire-là. On blague pas avec ces choses-là. Donc, face à tous ces éléments, ces incohérences, ces dysfonctionnements, je pense que la majorité au niveau du FORCAD a pensé qu'il fallait revoir la reconfiguration, il fallait reconfigurer, restructurer le FORCAD. Mais il a posé une acte avec beaucoup d'élégance lorsqu'il a démissionné. Tous nous avons lu cette lettre. Mais ce qui nous a surpris, c'est sa conférence de presse, où il se met à s'attaquer à un certain nombre de responsables politiques, parler d'une histoire de génération. Mais ce que mon jeune frère Paul-Marie Paulet a oublié, peut-être, c'est que ce sont les mêmes vieux qu'il considère comme des vieux qui l'ont mis à la tête de FORCAD. Nous autres, nous avons fonctionné, nous avons pensé qu'il avait le profil. Pourquoi s'attaquer aujourd'hui? Et plus grave, hier ou avant-hier, j'ai vu mon frère, jeune frère, Paul-Marie Paulet, je lui dirais, inbox, faire le relais d'une lettre que je parlerai d'une lettre, c'est la boue, où maintenant on instrumentalise les histoires des je sais pas, des bébés, des bakounis, je ne sais pas quoi, qu'on en veut à la rigueur parce qu'il est bébé. Qu'est-ce que c'est? Mais je me suis surpris à me dire, mais je ne m'attendais pas à ce que mon jeune frère Paulet utilise ce genre d'argument. C'est pas lui qui a écrit, mais il a donné, ça veut dire qu'il croit cela. Parce que c'est un cadre de l'UPADES qui s'attaque à Tchatchi Mabiala. J'ai trouvé ça affligeant. Et je pense que s'il m'écoute, il faudrait qu'il arrête ça. Parce que ce jeune frère a des qualités. Certainement qu'il s'est trompé dans un nombre d'approches. Lorsque c'était chaud, les 20-21, mais quand c'est comme ça, on tire de l'enseignement. Moi qui lui parle, vous savez, au RDD, j'ai été au plus haut niveau, j'ai géré toute une fédération. Mais à un moment, ils m'ont viré de manière arbitraire. Mais je n'ai pas pour autant commencé à tirer tout ce qui bouge. Non, on ne peut pas faire comme ça. Donc je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Paulet a été remplacé par quelqu'un d'honorable, de quelqu'un de très actif, qui est l'honorable Pascal Tchatchi Mabiala. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réorganiser, de redynamiser. Voilà, et c'est ce qui va faire vous penser qu'il a encore toute sa place au sein de l'opposition. Qui? Paul-Marie Paulet. Mais bien entendu. Mais tous nous avons salué sa lettre de démission. Sa place est toujours là. Mais c'est lui-même qui se désolidarise. Et avec les actes qu'il pose, avec ce qu'il dit. Alors, est-ce que ça discrédite? Est-ce que Guy Mafimba, l'opposition, a pris à son compte le temps de parole qui a été accordé à Paul-Marie Paulet, puisque à l'issue de cette conférence de presse, il y a eu un temps de parole très important sur Télé Congo. Est-ce que vous prenez aussi ce temps de parole comme étant le temps de... Mais je l'ai dit dans mon poste, je lui ai dit, monsieur Paul-Marie Paulet, mais faites attention, vous êtes un politique avisé. Lorsque vous voyez ce que nous appelons, nous, Télé Foufou, vous accordez autant de temps, ça pose un problème. Ça pose un problème. Moi, je connais ce média. Une ou deux fois, je suis passé. Mais c'est comme si vous aviez des sbires derrière vous, vous suivez ce que vous allez dire. On vous accorde plus de 30 minutes, des no-comments. Mais plus grave, il y a des choses que je ne peux pas dire. Concernant ces trucs qui passent partout dans les médias, il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais je le lui ai dit. Je dis, faites attention. Ou vous êtes fait instrumentaliser, ou vous avez joué le jeu. Mais croyez-moi, eux en face, c'est des staliniens. C'est des gens qui ont appris avec la sécurité en Roumanie, je ne sais pas quoi.
Et donc, vous êtes jeune, vous avez une carrière devant vous, ne cédez pas aux sirènes de l'argent facile ou du matériel. Je ne dis pas qu'il a pris quoi que ce soit. Ah non, je dis tout simplement qu'il a eu à poser des actes qui ont cassé une dynamique, qui sont des actes irréprochables. On ne balance pas un communiqué dans un contexte aussi sensible sans avoir pris l'avis de tous. On ne va pas s'afficher à Télé Congo, que nos enfants appellent Télé Foufou, sans pourtant imaginer les conséquences que cela peut avoir, sans imaginer les gens qui tirent les ficelles. Voilà. Et pour un homme politique avisé, c'est une erreur, c'est une faute grave. Voilà. Parmi les fautes graves qu'on reproche aujourd'hui à l'opposition, c'est aussi l'absence d'une communication claire. Vous parliez aujourd'hui de communiquer solitaire de Paul-Marie Pouellet, mais on a vu aussi de communiquer du côté de l'IDC et la dynamique, comme vous dites, qui a été démobilisée du fait que vous n'aviez pas, vous, aux côtés de l'opposition, une communication cohérente. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous avez pris conscience, ou bien on va continuer tel que les choses se font, ou vous continuerez en fait à travailler un peu dans cette absence de cohérence sur le plan communicationnel? Sans aucun doute, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Nous avons constaté tous cette faiblesse-là. Et il y avait une commission qui avait été mise en place pour essayer de rationaliser tout ça. Nous avons commencé par mettre en place d'abord des comptes Facebook qui soient des comptes Facebook standards, véritablement pour l'IDC Foncade. Nous devons aller plus loin, un portail, quitte à se doter d'un dispositif de communication assez moderne, assez important, une logistique. Parce que, bien entendu, la bataille se joue aussi au niveau de la communication, sinon le plus au niveau de la communication. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, n'eût été la présence des médias libres comme Ziana TV, Zengamambou et autres, les réseaux sociaux, nous serions confinés à Brazzaville, on pouvait faire tout ce qu'on veut de nous, je ne serais pas là en train de vous parler. Ça veut dire que nous avons, je pense, péché à ce niveau. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, mais nous avons tiré les conséquences, nous avons tiré les enseignements, et on espère que d'ici peu, parce que là, ça va très vite au Congo, nous allons nous doter d'un outil de communication et d'un dispositif assez redoutable. Voilà. Guy Mafimba, on va continuer cet entretien maintenant. J'aimerais juste que vous regardiez un élément, et ensuite nous reviendrons sur vous. Mais je veux dire une chose. Ne sous-estimez pas la capacité de mobilisation de Paris. Paris a montré la voie. C'est grâce à Paris que Brazzaville, Point Noir, n'a pas baissé les bras. Demain, ce que nous sommes en train de faire là, ces images seront dans les quartiers, en train d'être vues dans les smartphones. C'est pour vous dire que nous avons fait 90% du chemin. Sassou Nguesso ne fait que retarder l'échéance. Il va tomber. Guy Mafimba, on vous a entendu, vous aviez été le guest, comme on dit dans le jargon, l'invité en fait de la manifestation organisée le 19 décembre à Paris par l'opposition pour rendre hommage en fait aux victimes de la violence politique au Congo, en image des événements que nous avons décrits avec vous tout à l'heure. Déjà, quel a été, Guy Mafimba, votre sentiment de vous retrouver là, sur cette place Venezuela, partant de la place Trocadéro jusqu'à la place Venezuela, avec ces personnes, ces hommes et ces femmes issus de l'opposition ici à Paris? En tout cas, merci pour cette question. Hier soir, j'ai dormi avec beaucoup de... Oui, j'ai beaucoup réfléchi hier soir quand je dormais. Pourquoi? Parce que, vous savez, je suis malade. Je suis arrivé ici malade. Les gens ne savent peut-être pas, ça fait 5 ans que j'ai été banni. Je ne pouvais pas venir dans ce pays. Alors que j'ai toute ma famille ici, j'ai grandi ici, enfin j'ai fait mes études ici. J'ai été banni. Pour une telle intolérance politique, je ne reviendrai pas. Et je remercie mon frère Ange Page Kioulou qui a pris cette initiative. 2 ou 3 sentiments. Premier sentiment, vous savez quand je suis à la place des Trocadéro et que nous marchons, marche silencieuse, on voit comment la police nous encadre. On voit comment la police respecte les citoyens. Je me suis retrouvé... Il faut dire que nous sommes en état d'urgence. En état d'urgence. Je me suis retrouvé. Souvent, lorsque je parle de la barbarie dans mes posts sur Facebook, les gens pensent que je suis excessif. Mais voilà la civilisation. La civilisation, c'est cela. Respecter les règles, respecter les citoyens, respecter les hommes.
On nous encadrait, les gens s'arrêtaient, on passait. Mais si c'était à Brazzaville, on allait voir des gens débarquer avec des je ne sais pas quoi pour vous balancer les gaz lacrymogènes. Premier sentiment. Donc cette espèce de vivre dans un pays où les droits de l'homme sont respectés et respectables. Deuxième sentiment, je me suis remémoré depuis les années 98. Vous savez, depuis les années 98, lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé en 97, j'étais en France. J'étais parmi les premiers citoyens déjà qui s'indignaient de ce qui s'était passé. Parce que je disais à l'époque, on ne veut peut-être pas de président Lissouba, mais pas de cette manière-là. Donc je me suis remémoré de ce passage-là. Premier sentiment, deuxième sentiment. Et troisième sentiment, de me retrouver en face de mes compatriotes de la diaspora. C'était d'abord pour les remercier. Parce qu'ils ont fait un travail formidable, remarquable, de mobilisation, de sensibilisation sur ce qui se passe actuellement au Congo. Et ils ont été exceptionnels. Et je tenais à leur dire que ne sous-estimez pas ce que vous faites ici. Parce que n'eût été votre présence, on nous aurait tranché la gorge là-bas à Brazzaville. Hein? Parce que nous avons en face véritablement des comportements de barbares. Et je leur ai dit ça. Et en même temps, je leur ai dit, je suis ici pour ma famille, pour ma santé, pour me reposer. Parce que aussi, j'ai reçu comme instruction depuis Brazzaville de travailler avec la diaspora, travailler avec les amis de la diaspora, pour qu'on puisse affiner un certain nombre de choses. Parce que je crains fort que le Congo soit dans une impasse politique et sécuritaire. Alors, Dima Fima, on va rester en fait sur ce côté diaspora. La diaspora, on lui jette les fleurs dès que vous le faites, mais en même temps, aussi, de temps en temps, on n'arrive pas d'agiter le fouet devant la diaspora, puisque cette diaspora, elle dérange même cette opposition. On a bien vu qu'il y a ici des positions pour les opposants qui ne vont pas dans le même sens que les positions que vous prenez du côté de Brazzaville. Quelles peuvent être aujourd'hui les passerelles pour faire en sorte que l'opposition constituée à Brazzaville vous suive, vous, pour ne pas qu'on reste que dans cet esprit de divergence quasi permanente? Bon, divergence quasi permanente, je ne dirais pas, hein, et c'est vrai qu'il y a des divergences, mais il faut être tolérant. Une opposition comme celle-là, déjà la nôtre, elle est plurielle. On vient un peu des horizons différents. C'est comme ici, on vient des horizons différents. On se retrouve pour un enjeu clair, de faire échec au changement de la Constitution, sinon au coup d'État constitutionnel. Donc c'est normal qu'il y ait des divergences. C'est normal aussi que, deux fois d'ici, on puisse avoir une perception qui ne soit pas la même que nous avons ici, là-bas. Parce que tout simplement, nous sommes sur le terrain. Nous avons un certain nombre d'informations, de données, qu'ici, on ne peut pas avoir. Comme je vous ai parlé de cette histoire, nord-sud, pourquoi l'autre. Bon, on n'a pas tous les éléments. Mais, in fine, et c'est là où, véritablement, j'essaierai, parce que moi-même j'étais de la diaspora, j'ai connu ces choses-là. Je pense que pour avancer, pour aller plus loin, il faudrait qu'on puisse avoir un minimum, comment on dit ça, des points de convergence. Des points de convergence pour évoluer. Et ces points de convergence, si on se dit que non, il faut faire échec au changement de la Constitution, il faut faire échec au coup d'État constitutionnel, on doit parler d'une seule voix. Il ne faudrait pas qu'un interlocuteur, que ce soit l'Union africaine, l'Union européenne, l'Élysée, le Quai d'Orsay puisse avoir 5 interlocuteurs qui disent 5 choses différentes. Ça ne nous crédibilise pas. Et c'est le travail que nous devrions faire. Si nous pensons aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple simple. J'ai constaté que la police congolaise a une coopération technique avec la police française. Nous devons aller au ministère de l'Intérieur pour attirer l'attention du ministre de l'Intérieur français, pour lui dire attention. Oui. Vous êtes en coopération technique avec la police congolaise, mais vous ignorez peut-être qu'il y a des ministres de la police congolaise. Si nous disons tous la même chose, ils ne diront pas qu'ils ne savaient pas, pour qu'on n'arrive pas au Rwanda. Voilà un peu un exemple que j'ai pris pour pousser les uns et les autres à ce qu'on se retrouve. Je ne demande pas aux gens de faire une fédération, d'avoir un chemin. Non, 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 non. C'est tout simplement d'avoir des points de convergence. On liste un certain nombre de points qui devraient être du ressort de la diaspora. Et une fois qu'on a listé ces points, on définit l'approche, le canevas, et on va voir ces interlocuteurs pour faire passer le message. Ou bien, si on estime que nous devons faire passer le message par une marche, tous ensemble, on organise une marche. S'il faut le faire passer par une conférence de presse, on organise. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la diaspora. Mais loin de moi de vouloir donner des leçons de morale. Du tout, du tout.
Je veux tout simplement apporter, moi, l'expérience de Brazzaville. Qu'est-ce que Brazzaville attend de la diaspora et qu'est-ce que la diaspora peut faire, en tout cas, à mon entendement, pour faire avancer les choses et surtout pour éviter à notre pays le cataclysme. Parce que ne sous-estimons pas ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville. C'est véritablement un enfer. C'est un enfer. Et je pèse mes mots. Voilà, en attendant qu'on retrouve le paradis, Guillaume Fimba, on va terminer cet entretien. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, devrait faire ses vœux à la nation le 31 décembre de cette année. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il dise aux Congolais? Monsieur, vous savez, ce que je souhaite, ce que je suggère, ce que je mérite, que le président de la République prenne de la hauteur, se drape de la posture d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui pense aux générations futures. Voyez-vous, j'ai souvent tendance à le dire, les hommes de leur génération, les hommes politiques de leur génération, beaucoup sont partis de l'arrière-pays. Lui, par exemple, en lisant son livre, c'est un gendarme qui est parti lui déposer l'invitation pour qu'il se ramène à Brazzaville, les Congolais, pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a eu un État. On avait privilégié l'intérêt général. Or, aujourd'hui, j'ai bien peur. Et je suis assez malheureux de constater que le président de la République a privilégié l'intérêt particulier. Il s'est lancé dans une posture égoïste. Il ne pense plus aux générations futures. Il ne pense plus au Congo. J'espère qu'il va se ressaisir. Pourquoi il doit se ressaisir? Il doit rentrer dans l'histoire. Pour rentrer dans l'histoire, il faut poser des actes. Aujourd'hui, on parle de Mandela parce qu'il a posé un acte. Aujourd'hui, on parle de Mariam Wabi parce qu'il a posé des actes. Il doit se ressaisir. Il ne doit pas être l'otage d'un clan, l'otage d'une famille, l'otage d'un milieu. Il doit être le président des Congolais. Il lui reste, conformément à la Constitution, 6 mois, 7 mois, pour prendre la route de l'histoire. J'espère qu'il écoutera la raison et qu'il ne céderait pas aux sirènes de celui qui pense que il est l'homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel en politique. Comme l'a dit, je terminais là-dessus, le président Barack Obama, un État, ce sont des institutions fortes, ce ne sont pas des hommes forts. Et les gens de notre génération, les hommes politiques de notre génération, nous qui avons choisi cette sacerdoce de la politique, nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que le Congo se reconstruise, le Congo se développe. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'il va se construire et se développer. Et surtout, le risque que nous prenons pour le Congo, c'est de casser cette concorde nationale, parce que la nation aujourd'hui est en lambeaux. Voilà ce que je voulais faire passer comme message au chef de l'État. Qu'ils prennent date, qu'ils disent, comme a dit le général de Gaulle, je vous ai compris et je vais organiser les élections pour que je parte. En août 2016. Je pense que ce jour-là, le Congo, on dansera depuis chez moi là-bas à Ifondo jusqu'à Monsenjo et les gens seront heureux, et bien entendu, de retrouver un pays qui va reconnaître, qui va renaître de ses cendres. Voilà. Guy Mafima, donc si je comprends bien, c'est que cette suggestion que vous faites au président de la République pour le 31 décembre, je comprends bien que cela rentre dans les vœux qui sont les vôtres pour 2016. Bien entendu, parce que j'ai quitté mon pays pratiquement avec des larmes, parce que j'ai des amis qui sont en prison, les Paul Makaya, les Alain Goya, ils sont pleins. Nous avons enterré des jeunes partisans qui n'avaient rien demandé. J'ai des gens à l'hôpital. Nous avons des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas 5, les étudiants, qui ne sont pas les travailleurs. Voilà, c'est un décor assez apocalyptique, que ce soit sur le plan socio-économique, que ce soit sur le plan politique. Ce pays ne mérite pas ça. Je dis, ce pays doit renaître de ses cendres. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interpeller, il faut convoquer l'intelligence. Il faut convoquer les génies créateurs du Congo. Et nous en avons. Ce n'est pas ça qui manque. Donc mon vœu, c'est celui-là. Que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel les amène. Vous savez, je termine là-dessus. Je devais aller à l'église aujourd'hui. Parce que ma femme, très pieuse,
m'a convié à l'église. Mais j'ai dit à ma femme, je vais aller faire une émission. Je vais parler des Congolais. Je vais parler de mes compatriotes. C'est cela aussi, une vie chrétienne. Le sacerdoce qui est le vôtre. Voilà. Donc, ma femme qui était plus ou moins malheureuse, lorsqu'il découvrira cette émission, elle comprendra que je n'ai pas perdu mon temps. Bien au contraire. J'ai parlé des autres, ceux qui souffrent. Et je pense qu'aussi c'est ça l'évangile. Voilà, c'est l'évangile selon Saint Guy Mafima. Voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de cette émission. C'est notre dernière émission de l'année. Merci Guy Mafima. Merci beaucoup, M. Siamarkosso. En tout cas, je vous remercie avec toute votre équipe technique de cette réunion. Et tous mes voeux à tous mes compatriotes, à tous les amis et connaissances. En tout cas, merci beaucoup pour cette réunion. Voilà, nous formulons aussi nos vœux anticipés, les plus chers, à vous qui avez été aussi nombreux à suivre cette aventure Ziana TV. Vous serez encore plus nombreux en 2016. Je vous remercie surtout l'accompagnement technique assuré par Noko Kumunga Koso qui vous a nourri de toutes les images pour cette année 2015. Nous formulons aussi nos vœux les meilleurs aux hommes et aux femmes qui aujourd'hui font Ziana TV, Nati Ferrari, Dabris Boudingui, les uns les autres qui nous avaient accompagnés dans différentes villes, que ce soit ici en France, au Luxembourg, du côté de l'Allemagne, de la Belgique et dans d'autres pays étrangers, on dirait le Congo, si vous le voulez bien. Encore merci à vous qui nous soutenez d'une manière assez concrète du côté d'Aulnay-sous-Bois. Merci à toutes ces femmes et surtout à tous ces hommes qui pensent qu'aujourd'hui le Congo a besoin d'avoir des médias libres, ces médias qui donnent la parole, qui permettent à ce que cette démocratie congolaise vive, même si ça peut être de Paris, ce serait toujours en faveur du Congo que tout se fait. Merci encore aux bonnes volontés qui estiment que cette œuvre que nous menons aujourd'hui est favorable à notre pays, en dépit parfois de certaines frustrations que nous comprenons, mais enfin, nous ne faisons que notre travail. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, bonne année et à l'année prochaine. Au revoir.